Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour à tous et à toutes. Bon, aujourd'hui, on va commencer notre 10e séance de ce cours de sociologie de l'action internationale. La séance d'aujourd'hui, c'est la séance 10, intitulée Mobilisation internationale, cette séance est un complément de celle de la semaine dernière sur les mobilisations nationales qui ont des impacts internationaux. Et bon, aujourd'hui, on va essayer de parler de cet ensemble de mobilisations qui ont un caractère plutôt euh, international. Mais c'est difficile à la fois de parler des mobilisations internationales parce que on voit que les mobilisations sont assez isolées l'une de l'autre, mais on verra dans cette séance que euh, probablement ça c'est juste une interprétation de ces mouvements, qu'il existe des traits communs entre ces mobilisations et, euh, et ces traits sont issus de certains éléments qui sont très semblables entre une mobilisation et une autre, malgré qu'il existe des éléments culturels, politiques, géographiques qui, qui pourraient éventuellement établir des différences substantielles entre ces mobilisations. OK? Bon. Et pour commencer, Et on- tandis que je construisais cette présentation, et je me suis rappelé d'un film documentaire que j'ai pu évoquer pour introduire cet ensemble de mobilisations qui s'appelle la Quatrième Guerre mondiale ou The Four World War. Que c'est un film documentaire de l'année 2003. C'est un film américain qui propose qui est dans le monde, tout en considérant que la Troisième Guerre mondiale, c'était celle de la guerre froide. C'était pas tout à fait une guerre comme vous savez, mais, mais c'était une période de menaces constantes qui, qui, qui éventuellement pourrait déclencher dans un conflit armé entre les deux puissances de cette période historique. Mais bon, la quatrième guerre mondiale, ça propose, propose que dans le monde, il existe, bon, une guerre, mais étendue dans le monde. Mais ce sont des petits conflits entre la société civile ou entre les sociétés du monde et leur gouvernement. Donc, et cet ensemble des petites batailles, des petites confrontations violentes qui existent dans le monde sont produits par les mêmes causes. C'est-à-dire, ce sont des conflits qui sont produits à cause des inégalités, de la libéralisation de, des démocraties, des régimes politiques, en fait, et aussi que des économies. Et en même temps, la marchandisation de la vie a produit cet ensemble des mobilisations, des manifestations qui finissent finalement par des confrontations violentes entre la force légitime des États et la manière dans laquelle les sociétés civiles puissent confronter cette force légitime et officielle des États. Donc, c'est un document super intéressant à regarder. Je vous invite à, à faire visite de ce document. J'ai laissé ici le lien. Bon, cette présentation, il y a, comme les autres, il y a beaucoup de liens. Donc, n'hésitez pas à visiter
cette information. Donc, c'est un document super intéressant pour regarder pendant ce jour de confinement et tout à fait peut-être nous servira pour construire une base théorique et aussi factuelle de ce qui se passe dans le monde. Et une autre chose importante, c'est que c'est un document créé en 2003. Donc, ce document envisageait ce que éventuellement pourrait euh, avoir lieu dans le monde dans les années les années suivantes de la décennie de 2010 et la décennie des années 2000. Donc ici, dans ce documentaire, vous allez trouver des histoires de l'Amérique latine, de l'armée nationale de libéralisation zapatiste, par exemple, de la crise argentine de 2001, de ce qui se passe dans l'Afrique du Sud, au Canada, dans l'Italie, de la Palestine, de la Corée, de l'Israël aussi. Et ce sont des événements ou des conflits qui sont projetés comme des preuves. Donc, dans ce documentaire, vous allez en trouver des images sur l'activisme populaire, de l'antimilitarisme et de l'activisme idéologique qui peut-être vous allez voir que la manière dont ce documentaire raconte ces histoires, il existe une forte charge idéologique de gauche qui donc il faut faire attention, il faut toujours regarder le documentaire du point de vue critique et, et ne pas tout croire. D'accord? Donc, soyez critique au moment de regarder cette vidéo et considérez aussi les approches pour les études des relations internationales pour bien comprendre ce qui se passe. Mais en même temps, c'est un bon matériel et les témoins qui sont présentés dans ce matériel sont très, très intéressants pour, euh, pour conformer des études par rapport aux mobilisations internationales. Donc alors, j'avance. Cette séance, bon, je voudrais bien commencer avec une mise en question auquel je voudrais faire réponse euh, par le biais de cet exposé. Donc, la première question que je me suis posée, c'est la suivante. Et sommes-nous dans l'ère où la société civile internationale agit comme une force régulatrice du système international? Une autre question que je me suis posée, c'est les effets de la mondialisation sur cette société civile internationale se présentent-ils comme une opportunité pour exercer un contre-pouvoir contre les États? Une troisième question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il existe des traits communs entre les mobilisations sociales du monde? Ces trois questions, bon, je vais essayer de leur répondre à la fin de cette présentation. Mais on va travailler sur les éléments qui pourraient éventuellement nous répondre ces questions. Donc, premièrement, quand on parle de mobilisation internationale, on va parler tout de suite d'un acteur international qui est la société civile et internationale, ou la société civile comme un acteur international. Donc, on voit que aujourd'hui, il existe cette notion d'une société mondiale. Elle se présente comme une nouvelle force émergente qui essaie d'exercer un contre-pouvoir. Mais j'ai mis ici entre parenthèses que ce contre-pouvoir, c'est pas en effet un pouvoir réel. Parce que bon, on sait bien que le pouvoir est situé tout principalement dans les institutions qui sont un pouvoir légitime et aussi la, la disposition d'une force étatique légitime. Et ça représente un véritable pouvoir. Et,
les États ont la capacité de mobiliser des ressources, d'influencer d'autres secteurs et ainsi façonner le système international. Mais la société civile, quel est le pouvoir qu'elle a? Donc, c'est ça la question. Donc, on ne parle pas tout à fait d'un pouvoir réel, mais aussi on voit d'un pouvoir abstrait qui, d'une manière ou une autre, euh, va exercer une pression sur le gouvernement du monde et d'une manière ou d'une autre va aussi façonner, surtout dans ce contexte de la mondialisation et qui est de plus en plus développé. Et, et la mobilisation et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication a évolué et aussi avec l'évolution aussi de la société civile internationale ont conformé une force transnationale qui façonne d'une manière ou d'une autre la, la, le système international. Donc, comme je vous disais, dans cette interdépendance mondiale, et grâce aussi aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, les sociétés civiles des différentes nations ont la possibilité de s'organiser aussi et, et de cette manière assumer des positions politiques face aux conjonctures planétaires. Donc, et cette société civile internationale a renforcé une notion de cosmopolitisme, c'est-à-dire une citoyenneté universelle, une citoyenneté mondiale. Mais on ne peut pas parler, on peut pas tout à fait parler d'une citoyenneté. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas un État ou un gouvernement central qui fasse une reconnaissance officielle de cette citoyenneté. Donc, c'est une citoyenneté tacite, c'est-à-dire c'est une citoyenneté qui n'est pas officielle. Donc, mais c'est une citoyenneté, comment dire, c'est une citoyenneté qui s'identifie à partir, comme j'ai mis ici, comme qui s'identifie à partir de l'unité des autres sociétés. Mais il n'existe pas une reconnaissance officielle encore de cette citoyenneté universelle ou cosmopolitisme. Donc, une de cette, une bonne référence par rapport à cette problématique, c'est celle qui a proposé Ulrich Beck dans son ouvrage Pouvoir et contre-pouvoir à l'heure de la mondialisation, où il propose que les grands idées de la modernité européenne, par exemple le nationalisme, le communisme, le socialisme, ainsi que le néolibéralisme, ont fait déjà leur temps. Donc aujourd'hui, les États-nations ne sont plus en mesure, pardon, ils ne sont plus en mesure de réguler la mondialisation du travail ainsi que des échanges. Et alors, où chaque personne est membre des différentes communautés à la fois, cette notion de cosmopolitisme est sans doute euh, c'est la prochaine grande idée du XXe siècle. Et, et cette cosmopolitisme soulève des questions. Par exemple, si les États-nations démocratiques, ils, les États-nations démocratiques, ils n'ont pas pu faire partie de manière effective de cette mondialisation parce qu'ils n'arrivent pas à garantir euh, la protection de leur société. Donc, Ulrich Beck, il se pose la suivante question. Comment un régime cosmopolitisme fondé sur les droits de l'homme, c'est-à-dire des droits universels et transcendants, peut-il se soumettre à un contrôle démocratique? Donc, avec le souci d'établir des règles d'une politique intérieure mondiale réaliste et critique, Beck ouvre un débat par rapport à ce sujet.
Donc, il propose d'imiter les stratégies du capital pour orienter les États et les organisations de la société civile vers une approche cosmopolitique et qui soit capable de saisir et de faire émerger les dimensions transnationales et démocratiques d'une seconde modernité qui est d'une modernité née de la mondialisation. Donc, c'est une lecture que je vous invite à lire. J'ai laissé un compte rendu sur Trello, donc vous pouvez obtenir une référence de cet ouvrage. Mais si vous avez la possibilité d'accéder à cet ouvrage, n'hésitez pas à le faire, de le consulter pour vos études sur les relations internationales. Alors, donc, la société civile comme un acteur international, donc c'est un concept qui a un caractère évolutif et c'est aussi un concept contemporain. Parce que il faut c'est un concept conformé des trois mots éventuellement et des trois mots et éventuellement du quatrième, c'est le concept des transnationales. Donc, nous avons premièrement le concept de société, c'est-à-dire bon, tout simplement comme un concept où les personnes individuelles conformant un ensemble qui norme le comportement des ceux dans le but d'un objectif commun et individuel. En plus, nous avons le concept de civil qui relève des citoyens, c'est-à-dire de son statut en tant que membre d'une collectivité nationale, par opposition à militaire ou à ce qui est religieux. Donc, c'est-à-dire le concept de civils porte sur ce qui n'est pas, ce qui n'appartient pas à l'État. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qui n'est, c'est un caractère qui n'est pas institutionnel. Il existe bon en reconnaissance institutionnelle de ce qui est la civilité ou la citoyenneté, mais il n'appartient pas à l'institution de l'État. Donc, on peut dire que le concept de civil a un caractère c'est un concept qui a une charge qui divise l'appartenance d'une personne ou d'un individu qui appartient à une société, mais qui n'appartient pas à l'État ou aux forces de l'État ou à une institution religieuse. C'est-à-dire, c'est une position ou le concept civil a une connotation isolée des institutions officielles de l'État et aussi des autres institutions telles que des institutions militaires ou des institutions religieuses. Une autre chose, c'est la connotation des internationaux, ce qui concerne les relations entre les individus et des nations ou entre les États. Mais ici, comme on parle d'une société, on va tout à fait établir les relations entre les individus des nations. Et il existe, bon, parfois on parle d'une société civile transnationale, c'est-à-dire une société qui dépasse les frontières, les limites d'une manière plus libre et dans plusieurs régions à la fois. Donc, c'est un concept qui va conformer à d'autres définitions, donc qui nous permet de conformer d'une définition plus large et aussi qui compose des différents éléments qui à la fois nous permet d'expliquer ou de comprendre ce qui est tout à fait la société civile internationale. Bon, selon Béatrice Poulini, qui a écrit bon, cet article qui s'appelle Une société civile internationale en 2001,
il propose que cette société civile internationale est, est un acteur à part entière qui fait partie de l'imaginaire politique contemporain. Mais cependant, c'est la mondialisation qui s'est chargée de internationaliser le concept, même de transnationaliser ce concept. Cependant, la société civile internationale, elle n'est pas tangible. Comme je vous disais, il n'existe pas des institutions qui représentent la société civile internationale. Même, il existe des organisations qui représentent ils représentent une organisation des individus euh, pour défendre ou soutenir une cause des transcendantales et pour la vie collective du monde. Donc, euh, il existe des organisations qui nous permettent, des organisations qui nous permettront de, 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 de comprendre cette organisation comme des organisations tangibles. Mais donc, officiellement, la société civile internationale n'a pas d'institution officielle euh, de représentation mondiale. Donc, ce concept n'est pas tout à fait tangible. Donc, on peut trouver la tangibilité dans certaines organisations, mais ce n'est pas tout à fait d'une institutionnalisation officielle. Donc, ce qui on trouve, c'est cet ensemble hétéroclite d'organisations. Hétéroclite, ça veut dire que c'est un mélange bizarre des éléments différents. On pourrait dire de manière vulgaire que c'est comme une sorte de pot pourri des causes et qui conforment les mobilisations et voire des enjeux et des thématiques. Par ailleurs, une mobilisation internationale, bon, et une mobilisation internationale, c'est une mobilisation de la société civile internationale qui a lieu en différentes nations, c'est de manière isolée ou à la fois en faveur ou en contre des politiques des gouvernements et de l'ordre mondial dominant. Et ces organisations sont organisées et coordonnées par des entités locales. Et une autre chose importante, c'est que la taille et la durée de ces mobilisations eh, permettent, permettent de mesurer l'impact dans une échelle internationale. On verra que si une mobilisation commence, comme on a vu la semaine dernière par rapport aux Sanguiniers, et qui a commencé avec une petite manifestation dans la Plaza del Sol à Madrid, en Espagne. Mais cette petite mobilisation est devenue dans une grande mobilisation à cause du soutien elle, avait reçu depuis l'étranger. Donc, on a vu qu'il y a eu une petite mobilisation qui s'élargit, qui accroît et qui en même temps dure à une durée qui s'étend au fil du temps, nous permet de mesurer leur impact dans cette échelle internationale. Donc, aussi, il faut considérer que le degré de coordination entre tous les mouvements nationaux nous permettra de parler d'un mouvement de caractère transnational. Donc, ces mouvements interconnectés ont une relative représentation politique. Pourquoi? Parce que cependant que ces mouvements sont bien localisés dans différentes nations, il existe trois traits communs qui les unissent. Le premier, c'est que ces mouvements s'appuient dans les nouveaux réseaux de communication, les réseaux sociaux tels que le WhatsApp. J'ai mis ici les groupes de WhatsApp qui permettent de communiquer de différentes personnes en même temps dans un même, dans une même plateforme
des communications. Ils pouvaient échanger des fichiers, des images, des vidéos, des audios aussi. Donc, la communication très, très, très fluide. Et aussi, bon, la, la, cette fluidité de la communication permet d'organiser et de tenir au courant des différentes organisations en même temps. Il existe les autres plateformes comme Twitter, qui est une plateforme qui a un fort caractère politique, permet de dénoncer et de mettre en question ou de confronter des personnalités politiques ou des personnalités importantes de, de, de la vie politique d'un pays. Et une autre, bon, c'est pas très politique et qui est de moins en moins utilisé, c'est Facebook. Il continue toujours valable, mais on voit qu'il commence, c'est un réseau social c'est un réseau social qui commence à réduire son sphère d'influence. Donc, bon, on voit que WhatsApp, il continue toujours valable, Twitter aussi, Facebook, c'est important, mais il commence à s'affaiblir un peu parce qu'il est de moins en moins utilisé par rapport au réseau social d'Instagram, qui aujourd'hui, c'est un réseau social très, très utilisé. Et d'un autre élément, c'est que ces mobilisations n'ont pas un leader. Il n'existait pas d'une organisation structurée, une hiérarchie. Donc, s'il n'existait pas une tête de ces mobilisations, c'est très difficile d'établir des instances de négociation entre les forces gouvernementales et les forces mobilisatrices des, de ces manifestations mondiales. Donc, comme il n'existe pas d'une représentation politique de ces mouvements, comme troisième élément, euh, euh, il n'existait pas d'une manière de pouvoir de, de, de dissoudre ces mouvements. Parce que normalement, quand un mouvement est à un leader, à une personnalité visible, quand cette personnalité visible va établir ou va conduire quelles seront les prochaines activités ou les prochaines actions à prendre pour le mouvement, par le mouvement. Mais le mouvement s'organise de manière horizontale et sans leader. Donc ça, c'est un phénomène super et caractéristique de cet ensemble de manifestations et ça va représenter le principal caractéristique de ce phénomène international. Un des exemples que je pourrais vous présenter, si bien c'est dans ce cas, on parle des organisations claires qui ont des leaders visibles, des leaders qui conduisent d'une manière ou d'une autre et à la fois représentent la manifestation ou le mouvement. Je parle tout à fait des organisations syndicales internationales, mais tout principalement dans la période de la grève, dans le mois de, de décembre 2019, ce mouvement a été, bon, il était, il était vu par les différentes organisations du monde, les organisations syndicales. Et on voit que ce mouvement, la grève, la grève syndicale, cette manifestation contre la réforme des retraites qui a proposé le gouvernement de Macron, a reçu le soutien des différentes parties du monde, comme par exemple, et j'ai trouvé ces documents sur le site de la CGT.
Mais bon, c'est vrai que c'est la même source on peut mettre en question la source parce que c'est elle-même qui fait une promotion du soutien qui ont reçu depuis l'étranger. Mais on voit que le soutien il diffuse sur le site, ce sont des soutiens ou des, des, des déclarations de soutien qui viennent des différents pays du monde. Je vous invite aussi à visiter ce site. Par exemple, sur cette publication, il met au début de cet informatif que Irakli Petrashvili, président de l'Organisation continentale européenne de la Confédération syndicale internationale, l'UERC, écrit: Partout en Europe et plus globalement dans le monde, nous regardons avec attention votre combat et adhérons à votre lutte contre le projet injuste du gouvernement en matière de retraite. Donc, bon, on voit que si bien une mobilisation nationale, euh, grâce aux technologies de l'information, grâce à l'accès à des différentes sources d'information qui sont plus, et, et on, on peut bien confier des différents, en fait, nous avons l'opportunité de consulter des différentes sources d'information et pas seulement ce qui transmet les médias. Donc, cette, euh, cette technologie de l'information et de la communication nous permet d'accéder à ce type de sources et ainsi, on peut trouver que les mobilisations nationales ont un impact et elles servent aussi comme une sorte d'exemple à suivre dans d'autres régions du monde. Par exemple, bon, je parle tout à fait de, de- depuis mon expérience et par exemple, dans le Chili, il existe bon, un système de retraite privé. Donc, la mobilisation française contre la réforme de retraite pour protéger les différents régimes qu'il existe dans ce pays et sert comme un exemple à suivre pour autres pays, comme le Chili, par exemple, où le système de retraite, c'est un système privé et qui, qui est contrôlé par les fluctuations du marché parce que euh, les, tous les ressources, l'argent qui s'accumule dans ce système de pension privée est utilisé dans le système financier pour faire accroître. Mais à faire accroître cette, cet argent et ainsi et quand il existe des gains et il existe des pertes, le, le, les gens qui sont dans ce système, ils perdent aussi. Donc, par exemple, avec cette crise du coronavirus, il y a eu une forte chute des investissements, de la chute de la, de la, de la rentabilité de cet argent. Donc, beaucoup de gens qui ont épargné une certaine quantité d'argent ont perdu une partie importante de celle-ci. Donc, il n'existe pas une responsabilité, par exemple, des autorités gouvernementales par rapport à ces pertes parce que le système est privé. Donc, quand il existe une privatisation de ce type de, 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 de ce type de services, de ce type de garanties qui sont établies comme un droit international, il y a il existe un viol au droit des gens, au droit des gens qui, à la fin, ils perdent le,
ils perdent l'effort ou les fruits de leur travail pendant toute une vie à cause de ce jeu des investissements, des jeux de la bourse qui, s'il y a une crise, aura des effets sur la pension d'une personne euh, dans un pays déterminé ou dans un pays qui, qui a privatisé cette garantie ou ce droit, qui a privatisé le droit de recevoir une pension à la fin d'une vie de travail. Donc, l'exemple français où il existe un système de pension étatique et public qui est garanti pour l'État, la société civile le défend et aussi les mesures qui propose le gouvernement ne représentent pas la, le, l'intérêt, ne représentent pas l'intérêt de de la classe ouvrière. Donc, ça permet de conformer un conflit interne dans le pays, mais aussi le conflit est regardé depuis l'étranger et il est utilisé comme un exemple à suivre. Donc, les différents secteurs qui sont engagés ou qui sont impliqués dans ce type de problématiques proposent leur soutien et ça représente un effet international de cette mobilisation. Mais ce n'est pas une mobilisation internationale parce que, comme je vous disais, c'est aussi c'est la mobilisation d'un soutien, mais ce n'est pas la mobilisation elle-même. Donc, comme par exemple, on parlait du cas des Sandiniers ou aussi du printemps arabe. Et un autre exemple très intéressant par rapport aux mobilisations internationales de Anne-Catherine Warner, ce travail s'appelle Mobilisation internationale par le haut et par le bas. Je vous ai laissé cet article sur le Trello. C'est très, très intéressant parce que, aussi comme les secteurs où la société civile se mobilise internationalement, on voit que la mobilisation internationale touche aussi les secteurs hauts de la société, c'est-à-dire le secteur des impresarios, qui mobilisent leurs ressources en profit de leurs intérêts. Par exemple, il propose que dans le contexte de la mondialisation, constate l'émergence d'une classe capitaliste transnationale et d'une classe des dirigeants transnationaux pour défendre leurs intérêts communs. Et je cite, il n'existerait plus aujourd'hui des classes dominantes, mais plutôt un capitaliste collectif sans visage, composé de flux financiers gérés par des réseaux électroniques. Donc, on voit que à partir des années 90, il a existé une augmentation substantielle du marché financier. Et on profite des entreprises qui, qui, qui mobilisent leurs ressources dans différents pays à la fois. Et donc, et ça a conformé une structure de l'espace international au niveau financier, au niveau des investissements. Et on voit que plusieurs entreprises ou plusieurs marques aux différents domaines de la production industrielle appartiennent aux mêmes personnes, ou aux mêmes entreprises, aux mêmes sociétés, aux mêmes sociétés commerciales. Donc, on voit qu'il existait une mobilisation par le haut, par rapport au secteur privé, et qui sont aussi stimulés par le gouvernement pour activer l'économie du monde
Donc, on voit que c'est le patronat a conformé une structuration de l'espace international au niveau social, financier, aussi administratif. Et on voit que le meilleur exemple de cette structuration du patronat au niveau mondial se situe dans le World Economic Forum de Davos, qui s'est fait en Suisse depuis 1971. Et c'est bon, c'est un sommet qui réunit les différents empresarios du monde pour se mettre en accord par rapport aux différentes problématiques du flux financier, de comment ils puissent, comme ils peuvent et, et, et augmenter le profit de leur activité. Mais par contre, et par le bas, la mobilisation internationale par le bas a conformé aussi des syndicats ou internationalisation des syndicats. Si bien, par exemple, on peut parler de l'international ouvrier qui s'est conformé à la moitié du 19e siècle. Et celle-ci, cette internalisation des ouvriers, et plus particulièrement des syndicats, est plus substantielle et aussi a permis d'influer sur les différents systèmes de gouvernance comme celle de l'Union européenne. Par exemple, en 2006, à Vienne, plus de 300 syndicats de 150 pays ont conformé la Confédération syndicale internationale. Par exemple, ce type d'organisation ou de mobilisation internationale, bien qu'ils sont institutionnels, permet dans le système de gouvernance comme celle de l'Union européenne d'établir un lobbying qui est mené par les syndicats européens. Par exemple, en 1994, la Commission européenne a adopté une directive sur les comités d'entreprise européens. Donc, les entreprises transnationales qui emploient au moins 1000 travailleurs à l'intérieur de l'espace économique européen et plus de 150 travailleurs dans au moins 12 États membres doivent désormais ouvrir une négociation pour la constitution d'une instance européenne d'information et de consultation des salariés. Donc, on voit que ce type d'organisation ont permis de confirmer d'une sorte d'influence dans ce système de gouvernance et de contrôle du comportement des entreprises qui opèrent dans plusieurs pays ou avec une logique transnationale ou multinationale. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les ouvriers ou les personnes qui travaillent dans ces entreprises? Donc, on voit qu'il existe vraiment une organisation qui permet d'établir une contre-force ou un contre-pouvoir pour établir ou pour conformer des instances, des négociations entre le patronat et aussi les ouvriers et ainsi arriver à des accords convenables pour tous les parties qui conforment ce type d'enjeu. Bon, par ailleurs, il faut établir la relation qui existe entre le national et aussi le transnational. Bon, on peut voir qu'il existe une différence entre un mouvement social qui a un impact international et un mouvement transnational. Le premier est le résultat d'un acte de solidarité, comme le soutien qui recevait la CGT pendant la période des mobilisations contre la réforme des retraites. Et c'est un acte de solidarité et avec la cause d'une mobilisation dans une autre nation. Et par exemple, on peut considérer cet exemple aussi
comme celle de la CGT, le soutien international à la cause palestinienne. Par exemple, c'est un conflit qui est déjà très ancien, et qui, bon, on voit que si bien l'État palestinien, c'est c'est un conflit local, il reçoit le soutien de plusieurs régions du monde. Et tout principalement, par exemple, vous considérez le printemps arabe, j'ai déjà fait référence à cela euh, euh, dans la dernière séance. Et, mais il existe toujours une sorte de soutien et de solidarité avec les causes ou avec les mobilisations euh, qui, qui ont lieu dans une autre région de la planète. Et un autre élément, une autre différence, c'est que pour le deuxième, pour le mouvement transnational, le deuxième, c'est un mouvement généralisé en différentes régions de la planète de manière coordonnée. Donc, s'il n'existe pas une coordination de ce mouvement, on ne peut pas parler d'un mouvement euh, international, même transnational. Comme par exemple, on peut considérer le mouvement féministe de la dernière décennie. On voit que les 8 mars, il y aura une mobilisation qui a un caractère complètement transnational parce que ça se passe, euh, ça, et ça se passe dans toutes les régions de la planète. C'est le même jour. Il existe aussi des manifestations coordonnées. Des manifestations coordonnées et on ne parle pas d'un soutien, sinon que c'est c'est une problématique mondiale et pourtant la mobilisation est aussi mondiale. Donc, dans la mobilisation féministe, on va trouver tout à fait une mobilisation de caractère 100% transnational. Par contre, celle-ci de soutien, on voit qu'il existe par exemple des organisations locales qui offrent leur soutien et leur mobilisation au niveau national, mais, euh, mais, mais pas dans une coordination directe avec la cause elle-même. Donc ici en France, on peut trouver euh, l'association France-Palestine et Solidarité. Par exemple, c'est une organisation qui offre leur soutien et aussi et, et diffuse de l'information et de l'information clé, des informations spécifiques sur cette mobilisation au Moyen-Orient. Un autre cas de mobilisation transnationale au niveau régional, c'est celle de la mobilisation transnationale des communautés homosexuelles en Afrique. Donc ici, il faut aller au-delà de la défense des droits de l'homme parce que ces mobilisations communautaires homosexuels africains ont commencé à s'organiser en mouvements transnationaux panafricains, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire un appel à la culture africaine pour mener cette mobilisation. Et, et ainsi obtenir une visibilité plus et, et, et significative et une forte représentativité aussi dans l'espace public. Ainsi, en mai 2007, est né le Pan-African ILGA ou PAI en Afrique du Sud, qui c'est une organisation, c'est une coalition d'une quarantaine d'associations africaines de lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, intersexuels qui forment une branche régionale et, et régionale du groupe mondial d'associations homosexuelles qui s'appelle International Lesbian and Gay Association, ILGA. Donc, cette cette organisation, c'est une fédération mondiale de plus de 1500 organisations de plus de 150 pays et territoires faisant campagne pour les droits humains des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes.
Donc, alors, qu'est-ce que je peux vous raconter? Bon, et ça, c'est les, il faut aller, j'ai mis ici qu'il faut aller au-delà de la défense des droits de l'homme, parce que bien que la condition sexuelle d'une personne représente bon, une des, de ses libertés individuelles, privées, et c'est un droit qui devrait être garanti pour la plupart des pays du monde. La région du monde la plus affectée dans la planète aujourd'hui, c'est l'Afrique. Donc, on voit que dans ces pays, il existe une condamnation institutionnelle de ce type des conditions, de la condition sexuelle des personnes. Donc, par exemple, le ILGA conforme tous les sons d'une carte qui représente le, les lois ou le système législatif qui régule l'orientation sexuelle de leur société. Par exemple, ici, dans les pays plus en rouge, bon, je vais commencer par ici. Bon, on voit que les pays en bleu foncé, on voit que le droit de- des conditions sexuelles ou des, et de l'orientation sexuelle des personnes est garanti par l'État. Donc, on voit par exemple qu'en Bolivie, dans les pays de l'Amérique du Sud, il y a pas mal de garanties étatiques et constitutionnelles pour protéger l'orientation sexuelle de leur société. Mais aussi, par exemple, en Argentine, c'est un pays très, très religieux. On voit que ces garanties ne sont pas assurées. Par exemple, aux États-Unis, par exemple, il existe bon, d'une protection limitée de ce type de personnes. Et aussi en Europe, on voit qu'il y a des garanties aussi. On voit que dans l'Italie, bon, les garanties sont un peu faibles. On voit que le facteur religieux et chrétien, c'est un des facteurs les plus influents de ce type de législation. Donc, par exemple, des pays plus orthodoxes, par exemple comme la Russie ou des pays plus conservateurs, comme par exemple la Chine ou l'Inde, ce type d'orientation sexuelle sont en inexistement d'une forte criminalisation, il existe une forte persécution de ce type de personnes. Mais le cas le plus critique, ça se passe dans la région de l'Afrique, où on voit que ce type de personnes euh, sont criminalisés pour leur orientation sexuelle. Par exemple, il existe une criminalisation de facto, il existe des condamnations de prison de 8 ans, par exemple, par ce type de personnes, de 10 ans, même des gens qui sont condamnés à la mort. Par exemple, c'est le cas de l'Arabie Saoudite, du Yémen, du Soudan, de, de Somalie, de Mauritanie, pardon, du Nigeria, par exemple. Ce sont des pays où ces types de personnes sont persécutées, des gens qui sont condamnés et des gens qui sont, qui vivent dans la peur de, la peur d'être condamnés par les institutions de l'État et aussi pour un système législatif qui condamne le, ce type d'orientation sexuelle. Donc, et la mobilisation de cette région, aujourd'hui, on voit que c'est une mobilisation internationale et qui, grâce à, euh, à ce type d'organisation, euh, cette problématique est de plus en plus visible. Il permet d'obtenir le soutien d'autres régions. Donc, c'est un des cas qui est, où c'est un sujet qui est très intéressant et qui permet de développer aussi des différentes études et des recherches au niveau de la science politique.
et aussi des relations au niveau des relations internationales. Une autre chose que j'ai voulu vous parler, c'est du cas de cette petite fille qui s'appelle Greta Thunberg, qui c'est une personnalité aujourd'hui au niveau international. C'est cette jeune fille qui a, qui a pris le leadership de la mobilisation pour le soin et la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique a, 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 a eu beaucoup d'influence et a conformé tout un mouvement international qui mobilise euh, dans plusieurs régions de la planète à une partie importante de la population mondiale pour faire face avec des mesures et pour stimuler l'action et la mise en action des politiques pour faire face au changement climatique et en fonction des différents accords internationaux euh, et qui ont fait les différents états, comme par exemple l'accord de Paris de l'année 2015, où l'objectif était de réduire en 2 degrés la température de la planète. Donc, quelles sont les mesures, dans quelle manière les pays agissent pour atteindre cet objectif? Donc, Greta Thunberg a commencé une grève pour dénoncer l'inactivité de son pays par rapport à cette problématique. Mais il existe un élément qui est très intéressant d'étudier, c'est celle qui a proposé Marion Robin dans cet petit article que je vous ai mis sur Trello qui s'appelle l'effet Greta, où elle considère que la jeunesse, c'est un élément clé, parce que la jeunesse, c'est un élément mobilisateur. Donc, elle fait un rapport entre la mobilisation du mai 68 en France comme un élément comparatif des mouvements de contestation d'aujourd'hui. Par exemple, je cite, il dit qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ou de la Seconde Guerre mondiale, les jeunes qui appartenaient aux baby boomers arrivent à la majorité de 20 ans à l'époque, en 1968, et revendiquent le pouvoir. Donc, l'importance de la jeunesse dans la mobilisation, dans toutes les mobilisations au niveau historique, c'est un élément très, très, très important. Aujourd'hui, on parle de la génération Z qui est née après de l'année 2000, qui a été toujours associée à la passivité, c'est-à-dire à la génération du canapé selfie. Je ne sais pas si vous avez écouté ça, mais je crois que oui. C'est la génération qui a été associée à l'hyperactivité, à la génération qui pratique ou qui sont indifférents à ce qui se passe dans son entourage. Mais on a vu dans les dernières années que cette génération, aujourd'hui, qui est à l'année 2020, que ces personnes qui sont nées, par exemple, l'année 2000, ils sont déjà à 20 ans. Donc, c'est une nouvelle génération et qui finalement, cette génération a surpris à tout le monde parce que, bon, toutes les mobilisations qui ont lieu aujourd'hui dans la planète, c'est une partie importante de ces mobilisations est comprise par des jeunes personnes qui sont entre 15 ans, 18 ans ou 20 ans. Par exemple, dans la mobilisation des manifestations au Chili, on voit que la mobilisation a été initiée par des lycéens qui se sont niés à payer le ticket de métro. Donc, ils ont fait un appel à évadir le paiement du ticket de métro et qu'il fallait sauter les barrières du métro pour conformer toute une mobilisation qui finalement est devenue dans un mouvement national qui a été regardé pour tout le monde. Donc, cette génération 7
a surpris le monde. Et à cette génération 7 appartient Greta Thunberg qui a 15 ans, quand il avait 15 ans. Et elle a démarré une grève étudiante et elle est devenue un icône d'une génération engagée en faveur du climat, contre le changement climatique et qui n'hésite pas à faire passer cette priorité devant les scolarités. Donc, et, Marion Robin, dans cet article qui s'appelle L'effet Greta, elle évoque aussi la jeunesse comme un élément transcendantal, essentiel au moment d'étudier les mobilisations internationales, parce que c'est à la jeunesse où se trouve euh, par exemple, l'apogée de l'esprit mobilisateur, de l'esprit de la contestation, de l'esprit de la proteste, de l'esprit de la création aussi. Par exemple, elle cite qui a 17 ans, Malala Yousafzai recevait le prix Nobel de la paix pour ses actions en faveur de la scolarisation des filles au Moyen-Orient. L'autre cas, c'est qu'à 14 ans, elle cite à Picasso, il peignait son premier chef d'œuvre. À 17 ans, Mozart composait la symphonie numéro 25. Et trois adolescents de 16 et 17 ans ont découvert une bactérie capable d'accélérer la germination des céréales en 2013. Et tandis qu'en 1873, Rimbaud publiait les recueils des poèmes Je ne sais en enfer. À cette époque-là, il n'avait que 19 ans. Donc, ce type d'exemple nous permet d'établir la capacité créatrice de la jeunesse et de la capacité de la capacité mobilisatrice aussi qui a cette groupe de la société et que finalement nous permet de comprendre que l'élément de la jeunesse est un élément important pour comprendre les forces mobilisatrices du monde. Donc, ce mouvement relève tout à fait d'une écologie politique fondée sur l'intégration des sujets environnementaux au sein de l'organisation sociale et économique. Selon Marie Robin, ces gens privilégient la sobriété à l'uvri, à l'être à l'avoir, ainsi que tout ce qui permet d'arrêter des nuire aux générations futures. Donc, avec Greta Thunberg, c'est vrai que la jeunesse, on voit qu'il s'est conformé une jeunesse citoyenne qui impose et qui enterre cette adolescence postmoderne et indifférence à ce qui se passe dans son entourage. Bon, par ailleurs, et je suis déjà à la fin de cette présentation, et Amnesty International, c'est une organisation non gouvernementale internationale qui promeut la défense des droits de l'homme et le respect à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et cette organisation milite notamment pour la libération des prisonniers d'opinion, les droits à la liberté d'expression, l'abolition à la peine de mort et de la torture aussi. En plus, cette organisation milite aussi pour l'arrêt des crimes politiques et aussi pour le respect de l'ensemble des droits civils, politiques, économiques, sociaux et aussi culturels. Et dans le site de cette organisation, ils sont publiés les manifestations aux quatre coins du monde. C'est un article qui a essayé de
de comprendre quels sont les éléments communs ou les traits communs pour étudier les différentes mobilisations internationales qui ont lieu dans la planète ou dans les différents pays de la planète. Donc, cette publication commence en se faisant euh, deux questions. La première, c'est que depuis quelques mois, nous assistons à une multiplication des mouvements de contestation à travers le monde. Quelles sont ces revendications et quelle est la réponse des États par rapport à ces revendications? Donc, euh, cette, euh, cette organisation a proposé ou a synthétisé 5 éléments pour découvrir quels sont les traits communs de ces mobilisations. Et, donc, Amnesty International a établi ces trois éléments pour comprendre la cause des mobilisations ainsi que la réponse des États par rapport à ces mobilisations. Donc, pendant l'année 2019, on a vu qu'il y a eu des manifestations dans le Chili, dans le Liban, dans Hong Kong, aussi dans plusieurs régions par rapport à la défense des différentes causes comme le féminisme ou la lutte contre le changement climatique. Donc, quels sont les éléments les plus importants à considérer? Par exemple, le premier, c'est qu'il existe une banalisation généralisée de la violence policière. Par exemple, Amnesty International a recensé des signes d'abus et des atteintes aux droits humains lors des manifestations en Bolivie, au Liban, au Chili, en Espagne, en Irak, en Guinée et aussi à Hong Kong. En France aussi, où des manifestations de Gilets jaunes, par exemple, qui se passent tous les samedis et près d'un an, Amnesty International a dénoncé des cas d'usage illégal de la force par les forces de l'ordre, ayant de nombreux cas entraîné de graves blessures. Et pour Amnesty International, il insiste toujours sur le fait que se manifester pacifiquement n'est pas un crime, mais au contraire, se manifester, c'est un droit fondamental. Et la plupart des gouvernements ont choisi de réagir face à ces manifestations de manière totalement disproportionnée, injustifiée et par conséquent illégale. Les manifestants exercent leurs droits fondamentaux et devraient être autorisés à le faire. Par exemple, au Chili, à cause avant de cette crise du coronavirus, il existait une mobilisation qui venait depuis octobre 2019 et qui ne s'est pas arrêtée jusqu'à l'arrivée du coronavirus au Chili. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de prisonniers de cette révolte qui sont jusqu'à aujourd'hui en prison. Aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de médias qui considèrent que cet emprisonnement de ces personnes correspond à des prisonniers politiques. Donc, on voit que il y a des gens qui refusent cette théorie, qui considèrent qu'ils sont en prison tout justement parce qu'ils sont produits des attentats contre l'ordre public et contre les autorités. Mais normalement, une personne qui est emprisonnée par cette cause est libérée, ou au moins ils sont dans une prison préventive, tandis que dure la démarche, tandis que dure les recherches du procès. Mais il existait une culpabilisation préalable. Il existait une culpabilisation systématique pour emprisonner ce type de personnes. Et donc, ça correspond à la fin à des causes politiques. Des causes politiques
pour considérer que ce type de personnes qui se mobilisent contre contre les inégalités ou contre les politiques du gouvernement, des gouvernements, et sont considérés comme un danger pour la société. Donc ça c'est une controverse qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et bon, et ça suscite beaucoup de, des critiques et aussi des discussions au niveau politique. Un autre cas, c'est la corruption au cours des contestations, comme par exemple c'est le cas égyptien. Les allégations de corruption au sein des gouvernements ont contribué à déclencher des vagues massives de contestations au Chili, aussi en Égypte et aussi au Liban. Par exemple, je peux faire mention du cas égyptien où à la fin de septembre 2019, dans toute l'Égypte, des milliers de personnes ont pris part à des manifestations et beaucoup de cette manifestation sont rassemblées à la place des Tahrir, que j'ai fait déjà mention et, et quand je vous ai parlé du printemps arabe. Et bon, ces mobilisations ont conduit à bon, et ces manifestations, quelle est la cause de ces manifestations? Et c'est la cause de ces manifestations, c'est une série de vidéos virales qui dénonçaient des faits de corruption au sein des plus hauts cercles de l'armée égyptienne, qui est à l'origine et ces mouvements, pardon, et ces vidéos qui dénonçaient ces cas de corruption de l'armée égyptienne sont à l'origine de ces mouvements. Je vous ai laissé ici le lien où vous pouvez faire et vous pouvez visiter ces vidéos pour comprendre ce qui se passe en Égypte. Par exemple, euh, par ailleurs, au Liban, l'un des principaux cris de ralliement pour la démission du gouvernement, plus largement le renouvellement de la classe politique, concerne la corruption présumée du gouvernement et son incapacité à réaliser les droits socio-économiques élémentaires. Il est révélateur que les citoyens réclament que tous les ministres et représentants du pouvoir public rendent des comptes pour ce qui, selon eux, constitue des détournements des fonds publics. Amnesty International, il dénonce que si l'abus des biens publics liés à des faits de corruption relève du pénal, c'est aussi une question des droits humains, car bien souvent, les fonds qui sont destinés à des services élémentaires sont détournés. Et au titre du droit relatif aux droits humains, le gouvernement sont tenus d'utiliser au mieux leurs ressources afin de garantir que la population puisse vivre dans la dignité. Donc, la corruption aussi représente un attentat contre les droits des gens parce que les ressources sont destinées pour des services pour améliorer la qualité de la vie des personnes euh, sans ces ressources sont détournées. Sont détournées, sont détournées finalement, ces ressources euh, euh, terminent ils sont d'une autre destination au profit des personnes qui se corrompent pour faire profit de ces ressources en fonction de leur intérêt. Bon, un autre cause qui produit ce type de mouvement, un autre trait, c'est le coût de la vie qui s'envole. Donc, Amnesty International, il fait une dénonce que si bien la corruption est un motif de préoccupation, le coût de la vie l'est aussi. En Équateur, par exemple, la décision du gouvernement de supprimer les subventions sur les carburants a déclenché des protestations de grande ampleur contre un ensemble de mesures d'austérité contestées. Et le gouvernement a dû faire
a dû faire une marche arrière. Et ça, on peut trouver un lien, par exemple en France, et c'est également une nouvelle taxe sur le carburant qui est à l'origine ou qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes et de nombreux samedis des mobilisations qui ont suivi à la ville de Paris et dans notre ville de la France. Par exemple, au Chili, comme je vous disais, c'était les étudiants qui ont lancé des manifestations lorsque le gouvernement a annoncé une augmentation du prix des tickets de métro. C'était une augmentation que je crois que je vous ai déjà dit. Et c'était une augmentation de 5 centimes d'euros. Imaginez-vous, c'était rien, mais c'était la goutte qui a débordé le vase. Donc, on voit que l'augmentation du coût de la vie, c'est une des principales euh, causes qui sont à l'origine des mobilisations internationales. Et, et Amnesty International, il, euh, il cite le rapport Austerity, The New Normal, qui prévoit qu'en 2021, 2 tiers de tous les pays du globe seront touchés par l'austérité. Qu'est-ce que ça veut dire l'austérité? La réduction systématique des dépenses publiques. Donc, cette mesure d'austérité frapperont près de 6 millions près de 6 milliards de personnes. Donc, Amnesty International estime que le coût humain englobera les millions de personnes qui se trouveront au chômage du fait de ces mesures et auront peu de perspectives de trouver un nouveau emploi dans ces contextes d'austérité. Donc, ici, j'ai mis le lien. Je vous invite à le consulter. C'est très, très intéressant. C'est en anglais. C'est assez économique, mais et, c'est ce qui est intéressant de ce rapport, ce qu'il envisage quelle va être la situation économique des différents pays du monde euh, euh, pour les années prochaines. Et un autre élément, un autre trait commun qu'on peut trouver, c'est de la justice climatique, une prise de conscience collective où on peut trouver l'activité qui a développé une Greta Thunberg au fil des dernières 2 ou 3 années. Et on voit que les injustices en matière de changement climatique, de dégradation environnementale, sont à l'origine d'un nombre croissant de manifestations depuis un an. Donc, on voit que des militants autochtones qui mènent la charge contre la dégradation environnementale, à l'émergence de mouvements de désobéissance civile qui font régulièrement la une au Royaume-Uni, par exemple, et aux manifestations de grande ampleur contre la gestion par le gouvernement des feux des forêts en Bolivie, par exemple. De plus en plus de citoyens descendent dans les rues pour exprimer leur mécontentement quant à la matière dont leurs dirigeants font face à cette crise. Donc, l'un des mouvements phares fut pendant, pendant le mois de septembre de l'année 2019, et c'était celui où 7,6 millions de personnes ont pris part à des grèves pour le climat dans 185 pays, dont la France, où la manifestation du samedi d'un samedi de septembre a malheureusement été entravée par des tirs intensifs de gaz lacrymogène sur une foule très largement composée de manifestants pacifiques. Ces manifestations étaient à l'initiative du Fridays for the Future, les Vendredis pour l'avenir, que c'est un mouvement des gens initié par la militante suédoise Greta Thunberg. Et
celle-ci, cette, cette, euh, ces mobilisations qui s'appelaient Friday for the Future euh, et sont initiées ont le leadership de cette jeune fille, une Greta Thunberg, qui a commencé à faire une grève devant le Parlement de son pays, la Suède, il y a un peu plus d'un an. Euh, et donc, Amnesty International lui a conféré un prix qui s'appelle le prix ambassadeur de la conscience, c'est un prix qui est donné aux plusieurs personnalités importantes qui s'engagent pour, euh, pour protéger les droits humains, les droits de l'homme, et, et qui ont une participation assez significative pour défendre cette carte fondamentale. Donc, je vous invite à faire visite aussi de cet mouvement, le Friday for the Future, et aussi le prix ambassadeur de la conscience. On voit comment la société civile internationale s'engage pour, euh, pour déclencher des mobilisations en faveur de la lutte contre le changement climatique. Bon, un autre élément, et je vais finir avec ça, c'est la contestation des gouvernances. Et bon, aujourd'hui, bon, nous assistons à des mobilisations et des manifestations massives, par exemple à Barcelone, dans Catalogne, qui sont des mouvements autonomistes et indépendantistes, séparatistes, que, et bon, on voit que, par exemple, dans ce mouvement en Espagne, ce gouvernement a condamné à 12 leaders et militants politiques catalans, par exemple, tout justement pour exprimer leur position politique par rapport à la relation qui existe entre la Catalogne et l'État espagnol. Un autre exemple, c'est qu'en Inde, par exemple, des manifestations ont éclaté après que le gouvernement indien a pris la décision unilatérale de révoquer l'article 370 de la Constitution, qui garantissait le statut spécial d'autonomie des Jammu et Cachemire et de séparer cet État en deux territoires de l'Union distincts. Et tous ces amendements et modifications ont été apportés dans le contexte d'une coupure totale des communications aux habitants de cet État, d'un couvre-feu imposé au déplacement et d'arrestations massives des militants et de leaders politiques dans la rue. Un autre cas exemplaire, c'est celui de Hong Kong, qui a été le théâtre d'une contestation liée aux libertés politiques, sans doute parmi les plus entendues et les plus soutenues de l'année 2019. Les manifestations ont démarré en avril 2019, lorsque le gouvernement de Hong Kong a soumis un projet de loi qui prévoyait d'autoriser les extraditions vers la Chine continentale. Les Hongkongais ont déferlé dans la rue dans un nombre record, bien que le gouvernement a fini par renoncer à adopter ce projet de loi, le mouvement s'est mué à une revendication beaucoup plus générale en faveur du changement, réclamant notamment un examen approfondi de la conduite de la police et des réformes politiques leur permettant de choisir eux-mêmes le leader de Hong Kong. Donc, on voit que, en résumé, que ces 5 éléments qui prend Amnesty International nous permet de comprendre quelles sont les causes, qui sont à l'origine de ces mobilisations dans le monde. On voit qu'il y a des traits communs. On voit aussi que la réponse de cet État est systématique avec la banalisation des violences policières. Par exemple, au Chili, il y a eu des mutilés
de mutiler, par exemple, parce que comme la police n'a pas le droit de, de- n'a pas le droit d'utiliser des armes létales contre la foule. Il utilise, par exemple, des pistolets qui lancent des petites balles en caoutchouc, mais qui n'ont pas des effets létals sur le corps d'une personne, mais qui, si ils sont jetés sur les cieux des manifestants, ils sont des effets irréparables. Donc, aujourd'hui, il y a 300 personnes qui ont perdu un œil, et il y a certains cas qui ont perdu la vue. Ils sont complètement aveugles. Donc, la police se lave les mains, il n'y a pas de condamnés, il n'y a pas de responsabilité. Donc, c'est une manière que la police utilise pour étendre la peur et d'une manière bon, et violente, qui est d'une manière violente de confronter ces manifestations, mais à quel prix? Au prix de violer les droits de l'homme, au prix de violer les droits de l'expression, le droit d'exprimer une position ou de contester les différents systèmes de gouvernance de différents pays du monde. Bon, je voulais bien terminer euh, cet exposé avec une cite d'Albert Einstein qui m'est revenu à mes pensées. Donc, quand il disait qu'il ne savait pas quelles seraient les armes les armes qui seraient utilisées dans une éventuelle troisième guerre mondiale. Mais il sait bien que dans une quatrième guerre mondiale, le monde va se battre avec des pierres et des bâtons. Donc, on voit que cette différence des manifestations représente ça. Les gens, les manifestations, les confrontations, les mobilisations finissent toujours par une confrontation entre les manifestants qui appartiennent à la société civile internationale, qui appartiennent à différents types d'organisations, et que finalement la confrontation termine ou finissent toujours dans le même contexte d'une confrontation entre la force policière qui essaye de contrôler la situation ou qui provoque une situation violente. Aussi, d'un autre côté des manifestants, il y a des petites factions qui stimulent aussi la violence ou la confrontation contre la police et qui se battent en jetant des pierres avec, ou avec des bâtons, d'autres types de trucs qui, qui l'utilisent pour conformer d'une confrontation violente avec les forces policières. Donc, ça, c'est une, ça, c'est une, ça, c'est une prévision de ce qui se passe aujourd'hui dans ce 21e siècle. Et aussi, nous vivons dans un contexte de crise. J'ai voulu évoquer le mot crise dans la langue traditionnelle chinoise. Ça, c'est le chinois traditionnel. Mais le mot crise en chinois est composé de deux mots. De deux mots. C'est le mot wei et le mot xi. Le mot wei signifie danger. Danger, mais par contre, le mot xi signifie opportunité. Donc, le mot crise, une crise va toujours représenter une situation de danger, d'une situation d'instabilité, une situation d'incertitude. Mais en même temps, le, une crise, ça représente aussi une opportunité pour arriver dans un nouvel stade de situations qui normalement, quand il existait une confrontation ou une réclamation, une contestation d'un statu quo, euh, ce type de chocs, de confrontations
finissent à la fin pour arriver dans un statut plus élevé que celui qui était avant. On peut penser par exemple dans le printemps arabe, dans le cas de la Tunisie, qui à partir de cette mobilisation, ils ont réussi à conformer une nouvelle constitution politique plus démocratique et plus représentative de la population libanaise, pardon, et tunisienne. Par exemple, dans le Chili, on voit qu'il existe la même situation. Il y a une situation de danger, il y a une situation d'instabilité. Il n'y a pas de certitude à ce qui se va passer, mais cette mobilisation a représenté tout à fait une opportunité pour changer une constitution politique qui a été conçue dans un régime dictatorial des années 70. Et années 70 et les années 80 et qu'elle perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est une constitution militaire conçue dans un régime dictatorial militaire et donc n'est pas pour garantir ou pour légitimer un véritable régime démocratique. Il doit compter tout à fait avec une constitution conçue dans un régime démocratique et qu'elle soit représentative de tous les secteurs de la société. Donc, comme conclusion, sommes-nous dans l'ère où la société civile internationale agit comme une force régulatrice du système international? Ça, c'est relatif. Ça, c'est relatif parce que il existe une force, mais les changements ne sont pas instantanés. On voit que les mobilisations ont un effet sur les mesures qui prend le gouvernement, mais au niveau de produire des véritables changements ou des améliorations de la situation, ce n'est pas très effectif. Donc, il existe une véritable force, mais ce n'est pas cette force mobilisatrice ne représente pas tout à fait des véritables changements. Mais on voit que les sociétés civiles internationales ont ils expriment leur position politique par rapport à différentes conjonctures politiques, sociales, économiques, environnementales, mais les effets de ces mobilisations ne sont pas très significatifs au niveau de produire de véritables changements. Donc, et ça, c'est produit tout à fait parce qu'il n'existe pas, comme je vous disais, un véritable pouvoir de la société civile internationale. Une autre chose, c'est que les effets de la mondialisation sur cette société civile internationale se présentent-ils comme une opportunité pour exercer un contre-pouvoir contre les États? Oui, il existe un contre-pouvoir, mais comme je vous disais, ce pouvoir est relatif et un peu abstrait, et, et comme il n'existait pas ce pouvoir, les effets de ces mobilisations sur les États n'est pas tout à fait significatif. Mais il existe des traits communs entre les mobilisations sociales du monde? Oui. Il existe des traits mondiaux et ça, on voit parce que un des effets de la mondialisation est, ou plutôt une des caractéristiques les plus essentielles des mobilisations internationales, c'est celle de l'homogénéisation. Homogénéiser, uniformiser les systèmes gouvernementaux du monde. C'est-à-dire, la globalisation a promu des systèmes démocratiques, libéraux, où la participation de l'État est de moins en moins importante dans la vie des personnes. Donc, quand on a parlé on a discuté dans une séance d'avant, et on a parlé du retrait de l'État. Donc, il existe une marchandisation de la vie, des services et des garanties des garanties qui normalement
appartenaient à la responsabilité de l'État. Aujourd'hui, ces garanties sont fournies par des entités privées. Et donc, cette logique libérale, même néolibérale, est de plus en plus présente dans les différents gouvernements de notre monde d'aujourd'hui. Mais la société civile internationale va toujours, depuis ma perspective, présenter toujours un élément de plus en plus important, de plus en plus significatif pour la prise de décision des différents politiques et aussi des différents politiques au niveau économique, culturel et scientifique aussi. On voit que la société civile s'engage de plus en plus dans, dans la vie politique, mais pas au niveau tout à fait national, sinon qu'il existe bon, un engagement au niveau international où la logique cosmopolitiste se fait toujours de plus en plus présente dans la logique de ces mobilisations, dans la logique d'agir, de penser globalement, mais agir localement. Donc, bon, je finis avec cette petite réflexion. Je vous remercie de votre attention et de votre participation. N'hésitez pas à poser des questions. Je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Et pour notre dernière séance de la semaine prochaine, on va parler sur les actualités internationales et inévitablement, on va parler des effets du coronavirus dans le modèle d'interaction globale. J'ai vu cette petit schéma, je vous ai déjà expliqué dans une séance préalable où on voit qu'il existe bon, dans les organisations internationales gouvernementales, il existe bon, une relation avec le gouvernement et les sociétés civiles, il existe un réseau d'interaction entre les différents secteurs du système international et on va voir comme cette crise du coronavirus a eu des effets sur ce modèle d'interaction globale. Et d'une autre part, comme nous sommes déjà à la fin de cette cours, pour l'examen final, je vous ai déjà envoyé un mail en vous expliquant que l'évaluation orale est 100%, 100% annulée. Et donc, nous devrons faire, ou vous devrez faire en fait, un devoir maison. De quoi s'agit ça? C'est juste un travail écrit d'analyse sociologique internationale. Je vous enverrai les consignes avec les aspects théoriques, techniques, ainsi que méthodologiques de ce travail. Et finalement, vous recevrez cette information le jour 7 mai. Oui, le 7, oui, tout à fait, le 7 mai. Le 7 mai. C'est pas juin, ok? C'est le 7 mai. Vous devrez par contre rendre cet travail le jour 4, le jour 4 juin. Donc, je vais corriger ça tout de suite sur le slide que je vais vous partager sur Trello. Donc, je vous remercie encore une fois. J'espère que vous allez très bien et que vous continuez de la meilleure manière votre confinement et que ça ne soit pas si dur pour vous. Profitez de faire les choses que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes normalement occupé dans vos activités d'étudiants. Et bon, je vous souhaite une très bonne continuation. Au revoir. Merci beaucoup.